On va démarrer. On va ouvrir cette deuxième journée des Unifpop, effectivement. Et donc, on a pris comme sujet, vous avez dû voir ça sur Bram, donc prendre soin des choses, c'est changer le monde. Donc, tout un programme et qui parle évidemment bien à nous autres Emmaüsiens. Alors pour le débat, on a quatre intervenantes et intervenants. Donc Guillaume Poignon, Maud Sarda, des Emmaüsiens et Emmaüsiennes de choc bien connus. Thomas Réa, qui est en stage, on va dire, Emmaüsien. Et puis Delphine Cortel, qui va se présenter aussi. Chacun se présentera, chacune, qui est sociologue et qui va nous faire une petite intervention liminaire. Pour démarrer. Avant, on aura Dominique Méda qui va être, je pense, tu es par là, Samuel, qui doit nous passer le son. On va avoir quelques mots de Dominique Méda. Mais avant, juste pour vous donner pour camper un peu le décor, vous donner quelques éléments, j'ai préparé quelques mots. Donc à Emmaüs, nous prenons soin des personnes. Dans la vie, on prend soin des personnes, ses enfants, ses parents, ses amis, voisins, les personnes qui composent nos groupes Emmaüs, personnes accueillies, compagnes, compagnons, salariés en insertion, permanents, bénévoles. Mais nous essayons de le faire de notre mieux, et c'est pas toujours facile, on le sait. Les humains, c'est compliqué parfois, mais c'est aussi plein de bonheur. Mais nous prenons aussi soin des choses. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est évidemment, et Delphine nous le dira, c'est les humains, c'est pas des choses et les choses, c'est pas des humains. Mais nous prenons soin des choses pour prolonger leur vie, pour leur donner une seconde, une troisième vie. On parle de seconde main aussi. C'est le métier de beaucoup d'entre nous, le métier ou l'activité de beaucoup d'entre nous. Cela se passe par les bric-à-brac, le réemploi. Les lois et la réglementation nous parlent d'économie circulaire, de réemploi, comme une des principales actions à mettre en place pour tout objet, avant d'envisager même la refabrication, puis éventuellement le recyclage, et puis in fine, si vraiment on ne trouve pas de solution, de s'en débarrasser complètement. Donc, si tout ça ne marche pas. Avec le réemploi, ces objets de consommation deviennent un peu vivants, ont une histoire. Nous y mettons une part de nous-mêmes, comme le dit l'enseignante chercheuse et artiste Gwenola Wagon. Cependant, aujourd'hui, nous vivons une nouvelle accélération de la production de ces choses. La philosophe Jeanne Guyenne, qui vient de publier Le désir de nouveauté, nous dit que l'on pourrait arrêter de produire du textile jusqu'en 2100, qu'on en aurait assez pour vivre et se débrouiller avec ce qu'on a déjà produit. Voilà quelques mots un peu d'ouverture pour dire que ces choses, on vit avec, on les réemploie, on les fait circuler. Et donc, on va essayer dans cette table ronde de réfléchir ensemble. Et les collègues vont nous y aider pour voir un peu comment on vit avec ça et comment ça, depuis déjà 70 ans à Emmaüs et puis bien d'autres avant et d'autres après sûrement, fonctionne et change le monde, vivent avec toutes ces choses-là. Donc on va démarrer. Samuel, tu vas nous mettre Dominique Méda, c'est ça ? Un peu de son. À expliquer pourquoi les gens consomment plus que de besoin. C'est parce que les pauvres veulent imiter les riches et les grands veulent montrer aux autres quelle est leur puissance. Donc Veblen lui pousse cette idée-là vraiment à fond. Hein. Et donc ce qu'il montre, c'est que cette classe... en gros, l'ancienne noblesse, l'aristocratie, la nouvelle bourgeoisie. Américaine, donc là, en l'occurrence. Américaine, tout à fait. Et alors... Il ne parle pas seulement de son époque, hein. Il essaye d'étendre son propos plus largement. Mais donc, il montre comment cette classe, qui déteste le travail et ne veut surtout pas travailler, en fait, va gaspiller du temps, donc du loisir, pour montrer combien elle est riche, puissante. Et c'est lui qui va inventer cette expression de consommation ostentatoire. Et donc, c'est un des premiers qui montre combien la consommation, vous l'avez dit dans ce très beau texte, hein,
ne sert pas finalement à satisfaire des besoins, mais elle sert à montrer aux autres de quoi on est capable, elle sert à susciter l'admiration, et elle sert aussi à s'affilier ou à se distinguer d'autres groupes. Et ça donnera Baudrillard, la société de consommation en 1970, ou Bourdieu, la distinction. Et c'est un concept qui n'a pas du tout vieilli, hein, puisque la consommation ostentatoire, on a tous quand même une réaction par rapport à ce terme. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, hein, le GIEC, pour la première fois, dans son dernier rapport, va reprendre cette expression de consommation ostentatoire et va dire que c'est ça le problème et qu'il faut qu'on arrive à se débarrasser en gros, de cet amour de se distinguer. Pourquoi ? Parce que c'est du mauvais infini. Parce que, comme le dira Baudrillard, hein, si la consommation, c'est un langage ou un système de signes, alors, en effet, ça peut ne jamais s'arrêter. Merci Samuel. Merci Dominique Méda, donc économiste, hein, qui nous a dit ces quelques mots. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Delphine, qui va donc nous dire un certain nombre de choses. Alors Delphine, qui est, tu vas le dire un peu, mais qui est aussi une praticienne, qui est sociologue, mais qui est praticienne. Vas-y. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis sociologue. Je travaille à l'université de Tours. Et puis, ma spécialité depuis 20 ans, c'est le travail aux abords des déchets ou des vieux objets. Donc, je me suis intéressée au travail des éboueurs. Et puis ensuite, au travail dans les associations spécialisées dans la récupération. Alors, plutôt les ressourceries, mais qui ressemblent quand même beaucoup à des Emmaüs. Et puis, à force de m'intéresser aux ressourceries, je me suis aussi impliquée dans une ressourcerie à côté de chez moi. Voilà, donc je fais partie du bureau, du conseil d'administration. Voilà, donc c'est aussi à la fois un espace de réflexion et un espace de mise en pratique, cette question de la récupération et de la seconde main. Alors, bon, c'est très bien cette introduction de Dominique Méda, ça résonne tout à fait avec ce que je m'étais dit que j'allais raconter. Donc, je regarde l'heure, j'ai pas. Bon, faudra me dire si je suis trop longue, mais ça devrait tenir. Donc, moi, j'avais réfléchi donc au titre de la table ronde, à savoir le soin des choses. Et en sociologie, on distingue, en sociologie et en anthropologie, qui sont mes disciplines, on distingue les objets, c'est-à-dire ce qu'on consomme, hein, ce qui est produit, ce qui est le résultat d'un processus qui va de l'extraction à la production de masse, la consommation, puis la déchétisation, parce que c'est aussi ça, la fin du processus de consommation de masse, hein, c'est aussi la production massive de déchets. Et donc ça, c'est les objets, c'est-à-dire des produits qu'on va utiliser pendant un temps et dont on va se défaire sans trop de problèmes. Et puis ensuite, on a un mot particulier qu'on appelle les choses, justement. Et les choses, c'est pas la même chose. Ce sont des choses, donc des objets, disons, avec lesquels on entretient des liens d'attachement, avec lesquels on a développé des liens d'attachement et qui sont liés notamment à la présence de personnes dans les choses. Donc c'est les souvenirs, c'est les cadeaux, c'est ce dont on a hérité, ce sont les choses qui sont marquées par le fait d'avoir un lien avec des personnes ou des souvenirs. Donc ça n'a pas forcément une valeur marchande, ça peut en avoir une, mais pas forcément. Ça a surtout une valeur d'attachement. Et ça fait que précisément ces choses, on peut avoir du mal à s'en défaire. Alors, ça peut aussi, donc ces choses, elles matérialisent un lien. Ce lien, il peut aussi évidemment être douloureux. Hein. Donc on peut aussi, au nom de ce lien douloureux, avoir envie de s'en défaire. Je pense notamment à l'héritage, par exemple. Hein. Il y a des héritages qu'on est heureux de recevoir et des héritages dont on ne veut pas. Hein. Donc le lien, il n'est pas forcément, positif, mais s'il l'est, eh bien, ça entraîne une forme de soin. Hein, puisqu'on va avoir envie de garder ces choses, de les maintenir, de les garder dans la durée, etc. Mais donc moi, je fais une distinction assez forte, même s'il y a une présence des personnes dans les choses, même si on veut prendre soin des choses, je pense que les choses et les vivants et les êtres humains ne sont pas du tout à mettre au même niveau. Qu'en tout cas, il faut maintenir une hétérogénéité entre les choses et les humains.
parce qu'on peut abandonner des choses, on peut jeter des choses, ça peut être nécessaire. En revanche, on ne peut pas moralement abandonner des humains, jeter des humains, trier des humains, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important à maintenir. Le soin des choses, donc, qui est le titre de la table ronde, c'est à la fois un idéal, et puis c'est aussi une pratique de travail, une pratique, donc, comme le disait Yann, que vous pratiquez tous les jours chez Emmaüs et puis dans les associations qui récupèrent. Alors si c'est un idéal, c'est l'idéal d'un autre rapport au monde, et d'un rapport au monde qui va rompre précisément avec cette consommation ostentatoire dont parlait Dominique Méda, avec de la consommation de masse, qui est aussi, donc je vous le disais, une production en masse de déchets. Donc je voulais juste rappeler des chiffres, pas beaucoup, mais la France produit 310 millions de tonnes de déchets par an. C'est les chiffres de 2024 de l'ADEME. Parmi lesquels, donc la fraction sur laquelle vous travaillez, on travaille chez Emmaüs ou dans les ressourceries, c'est les ordures ménagères, donc les surplus des ménages. C'est seulement 10% de ce gisement de déchets, puisque c'est 34 millions de tonnes. La majeure partie du gisement de déchets, c'est le BTP, plus de 200 millions de tonnes, et puis ensuite les déchets des activités économiques. Donc un autre rapport au monde qui passe par des formes d'appropriation des objets, c'est-à-dire le fait de les transformer en choses et de faire qu'on ne va pas s'en séparer aussi vite qu'on les a acquises et qu'on va les garder. Mais ça veut dire aussi réfléchir à ce que c'est que l'appropriation, puisqu'il y a des choses qui sont très fortement appropriées aujourd'hui, dont il faudrait se défaire. Je pense par exemple à la voiture individuelle, qui est vraiment un objet avec lequel on entretient des relations fortes, et puis qui est vraiment aussi un signe, qui est utilisé comme un signe au sens de Baudrillard, à qui Méda faisait référence. Et là, il va falloir réfléchir aux formes d'appropriation collective, de partage, de commun, pour décroître le nombre d'objets qui sont produits et qui sont présents sur Terre. Donc cette réflexion sur le soin des choses, cette réflexion idéale, elle passe à la fois par la réappropriation d'objets qu'on consomme sans réfléchir, mais aussi par le fait de défaire des liens qu'on a fabriqués pour s'approprier collectivement d'autres objets, donc la voiture, par exemple, mais plein de choses. Plein d'autres choses, voilà. Sur la consommation ostentatoire, je pense par exemple aux robes de mariée, quoi. Une robe de mariée, ça coûte extrêmement cher, c'est pour une seule fois, voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour construire une société dans laquelle on évite ces productions de biens ostentatoires ? Alors, le soin des choses, c'est aussi une pratique quotidienne chez Emmaüs ou dans les autres associations spécialisées dans la récupération. Donc là, moi, je vais parler de là où je connais, c'est-à-dire les ressourceries qui sont ateliers chantiers d'insertion. Donc, ça correspond à une partie de ce qui se fait chez Emmaüs, pas tout, puisque ça parlera pas, par exemple, des lieux ou des communautés où il y a des compagnons. Mais bon, je pense qu'il y a des tas de choses des tas d'éléments qu'on peut reprendre. Comment ça se passe, le soin des choses ou le soin des objets dans ces lieux-là ? Ce qui arrive dans les communautés ou dans les associations, c'est des trucs dont on ne sait pas très bien le statut. C'est pas vraiment des déchets, c'est des choses en plus, c'est des choses dont on se défait. C'est pas vraiment des objets, c'est pas vraiment des choses, puisque précisément, on est en train de défaire le lien qu'on a à ces trucs. Et donc, on appelle ça des dons, des apports, du gisement. C'est un statut assez incertain, on connaît pas bien la valeur de ce qui arrive. Et c'est d'ailleurs l'idée, c'est-à-dire de repérer, d'évaluer ce qui peut avoir de la valeur, ce qui n'en aura pas, quel type de valeur, dans quel circuit on va emmener.
Et il faut imaginer ce que ces trucs pourraient devenir, quelle valorisation on peut leur proposer, quel circuit on peut leur proposer. Est-ce que ça va être du déchet? Est-ce que ça va être envoyé au recyclage? Est-ce que ça va être de l'upcycling notamment, hein? Ou est-ce que ça va être transformé en marchandise et est-ce que d'autres personnes vont pouvoir s'approprier ces choses, éventuellement entretenir un lien d'attachement avec elles, hein? Mais ça, c'est une petite partie seulement de ce qui arrive dans les associations. Hein, la production de biens de première main est tellement énorme, tu as rappelé les chiffres de Jeanne Guin, hein, que de toute façon, il est très difficile d'écouler tout ce qui est reçu dans les associations. C'est un travail ce travail d'évaluation, ce travail de valorisation, c'est un travail qui est très exigeant physiquement, cognitivement, affectivement, c'est-à-dire que contrairement à ce que le sens commun pourrait nous laisser penser, en réalité, ce sont des opérations qui exigent des compétences et des savoir-faire extrêmement variés, puisqu'il faut savoir évaluer du neuf, de l'ancien de différentes périodes. Il faut savoir évaluer des meubles, des bijoux, de la vaisselle, des vêtements, des livres. Il faut maîtriser le marché du neuf, le marché de la seconde main. Il faut pouvoir donner des prix. Il faut aussi connaître la clientèle, il faut connaître ses goûts, il faut connaître ses conditions matérielles d'existence aussi, ce qu'elle peut pouvoir acheter. Par exemple, dans les ressourceries que je connais bien de la première couronne parisienne, eh bien, la clientèle, elle vit dans des petits logements. Donc tout ce qui est volumineux, en réalité, ça ne partira pas parce que les gens n'ont pas les moyens de... Alors d'abord, parfois, ils n'ont pas de véhicule et puis de toute façon, ils ont des logements beaucoup trop petits, hein. Donc tout ça, c'est vraiment des savoir-faire très importants, très exigeants. Et comme il n'y a pas de formation, il n'y a pas de qualification pour faire ce travail, eh bien, ce sont des savoir-faire qui sont basés sur l'expérience personnelle et professionnelle des gens qui font ce travail. Et donc, ça exige d'apprendre à déborder des frontières du travail pour puiser des savoirs dans la vie quotidienne, dans l'expérience passée, etc., des savoirs qu'on va reverser dans l'évaluation de ce qui arrive, hein, et dans le fait d'imaginer la valeur que ça peut obtenir. Il faut puiser dans ses loisirs, si on en a, et dans sa vie personnelle et familiale. Ça oblige donc à décloisonner différentes sphères de la vie pour pouvoir alimenter le travail. Alors le point fondamental, c'est qu'évidemment, tout le monde n'a pas la même vie. Tout le monde n'a pas la même expérience. Et ça, c'est à la fois source de richesse et de complémentarité, et c'est très très bien, mais ça s'appuie aussi sur des inégalités structurelles de classe, de genre, d'âge, mais aussi de race, entre guillemets, ou de racialisation. Et donc, ça va créer aussi des situations de travail différenciées. Et on peut distinguer deux grands groupes, d'une certaine façon, parmi les travailleurs et les travailleuses des associations de récupération. D'un côté, les travailleurs et les travailleuses permanentes, et puis de l'autre côté, les travailleurs en insertion, et qui vont avoir des expériences très différentes et qui vont se spécialiser dans des types d'objets assez différents en réalité. En ce qui concerne les travailleurs en insertion, donc je le rappelle, même si ici je pense que tout le monde le sait assez bien, c'est des gens qui ont un contrat à durée déterminée d'insertion, 24 mois maximum, souvent à temps partiel, payés au SMIC, et qui donc sont placés à la limite du seuil de pauvreté, avec des parcours de vie très heurtés, qu'on connaît, marqués par des violences conjugales, des deuils, des addictions, le surendettement, des difficultés domiciliaires, etc. Et qui souvent arrivent avec des corps malades et fatigués et des esprits très préoccupés qui ne permettent pas un engagement très fort dans le travail. Et donc souvent, les salariés en insertion, on observe des formes d'auto-limitation, qui sont des formes qui sont nécessaires en fait pour s'économiser, pour pouvoir continuer à travailler, et aussi parce que le salaire ne suffisant pas, il faut développer ce qu'on appelle des pratiques de travail de subsistance, qui consistent à la fois à rechercher des revenus complémentaires via les aides sociales,
mais aussi à avoir des pratiques de consommation extrêmement parcimonieuses, mais qui sont très exigeantes, et puis des pratiques d'autoproduction assez chronophages, et tout un travail domestique, notamment pour les femmes, de prendre en charge les enfants, voire les personnes âgées, etc. Donc, on ne peut pas se dépenser sans compter au travail parce que sinon, on n'a plus d'énergie pour la vie d'après, la vie en plus, sur laquelle on ne peut pas ne faire d'économie. Les travailleurs et les travailleuses permanents, eux, ils sont dans une autre situation. Alors, ils ne sont pas forcément dans une situation extrêmement stable. C'est souvent pareil, les salaires ne sont pas non plus très élevés, mais c'est souvent des gens qui sont en CDI. Donc déjà, ça stabilise autrement la vie, avec des salaires légèrement supérieurs au SMIC. Donc, des gens qui appartiennent plutôt aux classes populaires stabilisées, aux petites classes moyennes. Et ceci étant, l'appartenance, elle dépend fortement de la mise en couple ou pas. Des personnes, enfin, le fait d'être seul ou d'être en couple, ça change beaucoup les choses. Et puis, c'est souvent, en tout cas dans la région parisienne, des gens qui ont aussi besoin des politiques de logement social pour stabiliser notamment leur trajectoire domiciliaire. Ces petits salaires ne permettent pas forcément de se loger dans des conditions très confortables si on n'a pas accès au logement social. C'est aussi des gens qui ont des itinéraires marqués par des reconversions professionnelles, mais c'est des gens qui souvent ont choisi de travailler dans ces associations, qui ont cherché un travail qui avait un sens et qui essayent et qui travaillent très intensément. Très, très, très intensément, et souvent avec des durées de travail très grandes, très longues, qui font des heures supplémentaires, qui sont pas toujours rémunérées compte tenu de la situation financière des associations. Donc on a des régimes de travail assez différents, mais qu'il faut réussir à composer, avec lesquels il faut réussir à composer et qu'il faut réussir à respecter, disons. Le point important sur le soin des choses, c'est qu'au fond, au final, chacun va se spécialiser dans les objets qu'il ou elle a l'habitude de consommer. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le travail se divise de telle manière que les salariés en insertion vont prendre soin des objets qu'elles et ils ont l'habitude de consommer, et les travailleurs et les travailleuses permanents vont aussi prendre soin des objets qu'elles et ils ont l'habitude de consommer. Alors, les travailleurs et les travailleuses en insertion ont une expertise extrêmement grande de ce que c'est qu'un vêtement de qualité, de ce que c'est qu'un objet de qualité. Ils savent très très bien expertiser les objets parce qu'ils ont l'habitude de consommer des objets de seconde main ou des objets très peu chers, des objets éventuellement avec des malfaçons, etc. Donc ils connaissent très très bien les points de fragilité. Ce sont des experts de ces objets, mais des objets souvent qui sont des objets de première main peu chers, etc. Des objets standards, des objets qui coûtent peu cher, c'est-à-dire les objets qu'ils ont l'habitude de consommer. Les travailleurs permanents, eux, ils vont spécialiser dans d'autres types d'objets qui sont ceux qu'ils ont l'habitude de consommer. Et donc, par exemple, ils vont aussi aller puiser, on va puiser dans les loisirs, dans les habitudes, etc. Donc, par exemple, moi, quand je suis bénévole dans ma ressourcerie, comme je suis une intellectuelle, eh bien, je m'occupe des livres, on me confie les livres parce que c'est quelque chose que je connais, sur lequel je suis censée être compétente, etc., etc. Donc ça, de ce point de vue-là, finalement, on ne change pas beaucoup le monde, puisque chacun reste, au fond, sur les objets qui sont les siens dans son quotidien. Ceci étant, ça permet aussi, justement, cette économie de soi. C'est tellement exigeant, il y a tellement un volume important d'objets qui rentrent dans ces associations que évaluer les choses et les objets dont on est familier, au fond, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, c'est beaucoup moins fatigant que de se mettre à évaluer des objets dont on n'est pas familier. Donc, c'est pas non plus... c'est à la fois quelque chose qui stabilise des positions sociales, mais c'est aussi quelque chose qui permet à chacun de s'économiser, et en particulier à ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les salariés en insertion. Alors, le soin des choses, ça passe aussi par le fait d'apprendre à faire soi-même et avec les autres, à réparer, à s'approprier. Et ça exige d'avoir dans les associations des espaces de formation
qui sont difficiles à mettre en place, difficiles pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a des questions de goût, d'envie. Est-ce que les salariés ont envie d'apprendre ça? Est-ce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur travail? Et parfois, ça peut créer des frictions. Et puis, ça pose des problèmes parce que pendant qu'on forme les salariés à la réparation, ils sont pas en train de trier. Et donc, il y a des impératifs comme ça contradictoires qui font que c'est très difficile pour les associations de former, au fond, de prendre le temps de former les salariés au fait de faire soi-même avec les autres, de réparer, etc. Alors, il y a 2 points encore dont je voudrais parler. Est-ce qu'il me reste ce temps ? Premier point, est-ce que prendre soin des choses, c'est prendre soin des gens ? Eh bien, pas forcément. La question des conditions de travail, des conditions d'emploi et des conditions de travail est fondamentale. Et dans quelle mesure on offre aux gens des conditions de travail dans lesquelles ils peuvent bien travailler et des conditions d'emploi sécurisantes, eh bien, c'est un point vraiment très important. Ceci dit, travailler dans une ressourcerie ou dans un Emmaüs, ça permet en particulier aux salariés en insertion de consommer sur place et donc de gagner du temps sur ce travail de subsistance, d'avoir accès sur place à des objets très peu chers et donc de ne pas avoir à aller chercher ailleurs. Et puis, le travail social dans l'association permet aussi de faire sur le temps de travail un certain nombre de démarches qui évitent, ça évite d'avoir à les faire à l'extérieur, en dehors du travail. Et puis, ça peut être aussi des lieux d'entraide, des lieux où on se soutient mutuellement, et ça aussi, c'est très important. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, pour ouvrir sur quelque chose de sans doute plus positif, c'est dans l'association dans laquelle j'ai enquêté plus particulièrement, c'est quelque chose que j'ai appelé la politique de la joie. C'est-à-dire à la fois des formes d'attention au quotidien, aux autres, aux humains, aux gens, très singulière, c'est-à-dire une attention à la situation singulière de chacun, à l'état dans lequel chacun ou chacune arrive au travail le matin, au fait d'accueillir systématiquement les gens avec du café, du thé, des gâteaux, au fait de faire à manger pour chacun et chacune en fonction de ses principes éthiques, religieux ou de son état de santé, de ce dont il ou elle a besoin, etc., etc. Donc à la fois quelque chose de très quotidien, qui passe aussi par le fait que l'association reprend, par exemple, les dettes de certains de ses salariés pour permettre, par exemple, d'obtenir la garde de ses enfants, des choses comme ça. Donc, vraiment des choses qui sont, dans le quotidien, un vrai souci d'améliorer la situation des gens. Et puis aussi, le fait de créer des situations susceptibles de générer de la joie, et en particulier d'organiser des fêtes, et des fêtes où chacun a une place. Et un des moments phares de l'année, c'est le moment du défilé de mode. Peut-être que vous faites ça aussi dans vos associations. Ce qui est formidable, c'est qu'un bric-à-brac ou une ressourcerie, ça permet de faire venir... Enfin, on reçoit tellement de vêtements qu'en fait, c'est très facile d'habiller plein de gens. Donc, ça, à la fois, ça enchante le travail du tri, quand il faut mettre de côté des vêtements en prévision du défilé de mode. Et puis, au moment du défilé, l'avantage du défilé, c'est qu'il y a des places pour plein de gens. On peut défiler, mais on peut prendre des photos, on peut être spectateur, on peut être maître de cérémonie, etc. Et donc, c'est un moment extrêmement fédérateur qui fait que, au fond, ça fabrique du collectif dans la joie, dans l'excitation, dans le fait aussi, voilà, il y a ce côté... Et la joie, c'est très important, c'est pas du tout quelque chose de mièvre ou de le bonheur ou le développement personnel, c'est vraiment l'idée de fabriquer une émotion, de susciter une émotion qui déborde et qui permet et qui a aussi... un élément un peu émancipateur, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce vers quoi on va d'habitude, de se pousser un peu, etc., etc. Et donc ça, c'est à la fois suscité par les permanentes, qui, elles, recherchent des formes d'intensité très grandes, mais ça rejoint aussi quelque chose que font les salariés en insertion au quotidien, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler, pour pouvoir se lever le matin, quand on vit des choses très difficiles, eh bien, il faut chaque matin aussi, comme ça, susciter une forme de reprendre sur soi. Et du coup, ça se rencontre
dans ces grands moments de joie. Et ces moments de joie, ça permet, évidemment, ça n'efface pas complètement les inégalités structurelles qui divisent les salariés entre eux, ça ne change pas complètement leurs conditions matérielles d'existence, mais ça fabrique temporairement un collectif, et le fait que ce collectif ait existé, eh bien, ça compte, même si ça ne change pas tout. Voilà. Donc, est-ce que ça change le monde ? Pas complètement. Mais en tout cas, je pense qu'il faut tenir, même si là, on est interviewé à la radio avec Maud, et je pense que la question de changement structurel fort, notamment par la législation, l'implication politique au plus haut niveau, est centrale. Mais je pense que ça ne peut pas marcher sans ces actions du quotidien, ces formes d'attention aux choses, certes, mais aux gens aussi, de manière très centrale, et dans cette volonté comme ça de créer les conditions de susciter des émotions qui sont des émotions qui nous emmènent vers la vie plutôt que vers la mort ou la tristesse ou le renoncement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Delphine pour ce grand panorama, cette grande ouverture d'une certaine théorisation ou en tout cas analyse de la situation en passant par la pratique, ce qu'on aime beaucoup à Emmaüs. Donc Guillaume, peut-être pour démarrer, qu'est-ce que t'inspire toi ? Alors d'abord tu te présentes un peu, beaucoup te connaissent, mais présente-toi quand même, présente un peu l'atelier Emmaüs. Et puis qu'est-ce que tu fais ? Dubois notamment, mais... Super, merci. Super introduction, ça m'a donné j'ai pris plein de notes. Je suis Guillaume, je co-dirige l'atelier Emmaüs, qui est une menuiserie à Lyon. On est une quinzaine de personnes depuis 8 ans et on fabrique des meubles à partir de matériaux rebutés, délaissés. Premièrement, je voudrais bien réagir sur les chiffres que tu as donnés. En fait, c'est vertigineux, c'est 200 millions de tonnes et c'est 10% en fait qu'on fait. Et je mets ça en regard de l'intervention d'Axel hier matin, qui nous disait que depuis 70 ans d'action sociale, on a été tiraillé entre la quantité et la qualité. Et que ça a donné... sa forme à notre écosystème d'action sociale aujourd'hui. On peut le dire aussi sur l'action environnementale. Aujourd'hui, si on doublait ou triplait la taille du mouvement Emmaüs en France demain, ça ne changerait toujours pas beaucoup les volumes, en fait. Donc ça, pour moi, à Lyon, ce qu'on pilote avec Florane, qui co-dirige avec moi, c'est... Ça nous incite à travailler à la qualité à fond. C'est-à-dire que, comme de toute façon, on n'a pour l'instant pas encore gagné le combat de la quantité, on veut miser, travailler et aller le plus loin qu'on puisse aller dans la direction de la qualité. Je vais donner un exemple. En fait, moi, j'ai fait comme toi. Je suis allé, j'étais bénévole dans des groupes Emmaüs. J'ai travaillé en communauté aussi. Et récemment, d'ailleurs, j'ai visité aussi un centre de tri. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que on travaillait pas tout le temps l'objet ou la chose, mais parfois on travaille des flux. Voilà. Et un des exemples très concrets que j'ai, c'est le film, alors peut-être vous ne l'avez pas tous vu, ce petit film de plaidoyer d'Emmaüs France qui est sorti en 2015 ou 16, je crois. C'était la parodie de la pub H&M. Vous vous rappelez de ça peut-être ? Et donc il y a une scène de 3 secondes où on voit des salariés en insertion devant une montagne de fringues. Et juste le plan d'après, ils sont devant une montagne de balles de fringues. Donc on comprend qu'ils ont mis les fringues en balles. Et le sous-titre, c'est d'abord on est impressionné, après on est impressionnant, parce qu'on a tout trié. Voilà. Mais il n'y a pas d'objet dans ces plans. Il y a 2 montagnes. Voilà. Et dans mon idée de... Donc là, c'est plutôt des plans qui sont orientés sur la quantité. Mais dans mon idée de switcher sur la qualité, à mon avis, il faudrait qu'on
qu'on travaille de moins en moins des montagnes ou de moins en moins des flux, des flux de textiles, des flux d'électro, des flux de bois, pour aller vers l'objet, qu'on travaille un objet pas forcément d'une façon très différente en termes techniques, c'est-à-dire plutôt que d'aiguiller des flux, je transporte, trie, sélectionne des objets. Et ça doit induire des pratiques assez différentes. Et puis, ce qu'on fait à l'atelier, c'est non pas du flux à l'objet, mais même de l'objet à l'ouvrage. En fait, quand on sélectionne un objet, qui peut être une planche dans notre cas, on va mettre cet objet sur un établi entouré d'outils et de compétences pour que cet objet devienne un ouvrage et que cet ouvrage soit un autre objet porteur d'un potentiel d'attachement affectif, artistique même. Donc voilà pour le switch de la quantité à la qualité. Et puis une autre réaction aussi sur donc la question, c'est est-ce que prendre soin des choses, c'est changer le monde. Je me suis noté que si on fait pas notre travail d'économie circulaire, ces objets ou ces flux, ils vont atterrir de façon la plus ultime dans la nature, dans les sols. Il y a des enfouissements encore beaucoup. Et donc là, le parallèle est évident entre prendre soin de l'objet et prendre soin des sols. Voilà, je voulais parler de ça comme ça. Merci Guillaume. Maud, on va continuer dans la filière emmaüsienne. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur tout ça, toi qui fais quand même beaucoup de flux avec Label? Oui, Maud, donc je suis cofondatrice de Label Emmaüs, qui est une coopérative, une SIC, qui a 9 ans maintenant. Donc on est un peu le prolongement en ligne, on va dire, du bric-à-brac traditionnel. Mais il n'y a pas que des Emmaüs qui vendent sur Label Emmaüs. Donc il y a une 60aine d'Emmaüs, mais il y a quasiment tout autant de ressourceries. Pas encore la collecterie, Delphine, hein, mais bientôt. Bientôt. Là. L'atelier Emmaüs y est, voilà. Et puis il y a des structures aussi de la Croix-Rouge, il y a aussi le Secours catholique, il y a Territoire zéro chômeur. Voilà. Donc on est vraiment très largement ouvert à l'économie sociale et solidaire. Tous ceux qui veulent ouvrir une petite boutique en ligne à côté de leur magasin physique. Je pense que pour nous, prendre soin, enfin pour moi en tout cas, prendre soin de l'objet, comment c'est traduit un peu dans le projet Label Emmaüs, c'est comment on porte une attention, et ce mot attention, c'est comment on attire l'attention sur nos objets. Ça, c'est vraiment quelque chose en ligne, on n'a pas le choix. On doit travailler vraiment à chaque étape. Il faut sélectionner des objets bien spécifiques qui vont être recherchés. On ne peut vraiment pas être dans la masse. Là, on est vraiment dans une recherche spécifique que les gens vont faire en ligne, dans la jungle de tous les sites Internet qui va faire qu'ils vont tomber sur nous. On va devoir prendre en photo cet objet. Et la prise de vue d'un produit, c'est pas du tout anodin comme ça. Et ça se travaille. Donc, on a vraiment des photographes professionnels, bénévoles, qui viennent former les structures. Ensuite, il va falloir trouver une description, un argumentaire de vente. La recherche de la cotation aussi est très complexe. Tu en as un petit peu parlé. Évidemment, dans le monde physique, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'en ligne, ça pardonne pas. Les recherches sont tellement immédiates. On est tellement comparé tout de suite à d'autres si la cotation n'est pas la plus juste possible. On n'attirera pas l'attention. Dans ce fait d'attirer l'attention, il faut se rendre compte qu'en ligne, quand il y a 100 personnes qui viennent sur le site, il y en a à peine 1,5 qui va acheter, en fait. C'est déjà très compliqué d'attirer 100 personnes sur ce site quand face à nous, on a des mastodontes que je ne citerai pas, vous les connaissez bien. Mais il faut se dire aussi que déjà, quand on les a fait venir, voilà, il y a pour vraiment que ça se convertisse par un achat, c'est tout petit ce pourcentage. Dans un magasin physique, c'est
c'est pas du tout pareil. C'est sur 100 personnes, il y en a au moins 40 qui vont acheter. Vous voyez, donc en ligne se joue quelque chose vraiment très à chaque niveau, la photo, les détails, le prix. Puis après, il va falloir aussi bien conditionner, et le e-commerce, ça pardonne pas, parce que face à nous, voilà, il y en a qui ont mis des standards très très élevés. Bon, après tout ça, franchement, on y arrive très bien. Et après 9 ans, on a vraiment pu constater que les personnes en insertion, les compagnons, les compagnes se débrouillent super bien sur cette activité. Mais en tout cas, tout ce travail autour, je pense, de l'image finalement, de l'objet, l'image qu'on renvoie de l'objet. Moi, je pense que c'est comme ça, un peu à notre façon, qu'on essaie de changer le monde, parce que c'est déjà pour la personne, c'est tout un travail sur l'estime d'elle-même qui se joue à travers toutes ces étapes-là. Parfois, certains peuvent avoir l'image d'une activité déshumanisée parce que c'est en ligne et qu'il n'y a pas cette fameuse rencontre humaine. Et c'est tout l'inverse, parce que la personne qui est en charge de la boutique en ligne, il faut qu'elle aille collaborer avec toutes les personnes du bric-à-brac pour récupérer des objets. Ensuite, elle va avoir toutes ces étapes qui la rendent fière, en fait, comment elle va vraiment valoriser au maximum un objet par la photo, la description. Et puis après, elle va réussir à convaincre une personne, peut-être à l'autre bout de la France, qui cherche spécifiquement ce produit. Parfois même des liens humains assez improbables se sont créés, d'échanges de cartes postales entre des clients et des vendeurs, etc. Donc c'est vraiment un épanouissement personnel qui peut aussi se faire à travers cette valorisation ultime de l'objet. Et puis après, l'image, elle change le monde parce qu'elle change le regard. Elle change le regard sur Emmaüs. Et c'est ce que j'aime le plus dans ce projet, c'est qu'on ne nous attendait pas là. Et on y est depuis 9 ans. C'est pas tous les jours simple, mais on a démontré déjà que c'était possible, qu'on était tout à fait capable de le faire, que c'est pas de la science-fiction, qu'avec du bon sens pratique et des pratiques éthiques dans un univers qui l'est pas du tout, on peut réussir à défendre une autre vision. Et nos magasins sont des lieux d'abord de rencontre et de solidarité, et on peut incarner tout autant ça en ligne. C'est ça le défi. Et on change le monde parce qu'on change l'imaginaire. L'introduction de Dominique Reda, moi, c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. C'est vraiment comment on va participer à changer les imaginaires. Et aujourd'hui, les imaginaires, ils se forment particulièrement en ligne, particulièrement sur les réseaux sociaux. On se doit d'être présent pour défendre notre imaginaire dans ces endroits-là, même si ça ne fait pas rêver, même si on ne fait pas de la solidarité pour faire des posts sur des réseaux sociaux. C'est tout de même là que la bataille se joue aujourd'hui pour un nouvel imaginaire. Donc voilà un peu peut-être comment on peut changer le monde avec des choses. Merci Maude. Merci. Ouais. Et donc, longue vie à Label et grand développement à Label, notre belle plateforme. Merci Maude. Et si certains ne sont pas abonnés, abonnez-vous au post de Maude sur LinkedIn qui fait tous les matins qui enjolive le monde, qui dénonce toutes les turpitudes de notre monde. Merci en tout cas à toi. Et Thomas Réa, alors qui n'est pas du tout du monde d'Emmaüs, mais qui va nous expliquer, il connaît un peu Emmaüs, il travaille avec des portions d'Emmaüs. Bon, on a fait le contact parce qu'il est à Roanne, comme il l'a dit. Donc Gilles, qui est là, t'es venant de Roanne, la jonction est faite. Donc voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu pratiques différemment? Donc l'idée, là, c'est d'avoir un regard un peu décentré sur la manière dont tu travailles sur ces questions de soins aux choses. Alors bonjour, tout d'abord Thomas Réa. On me connaît en ligne sous le pseudo d'Inforéa. Je suis né
Je répare du matériel informatique depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé à être en âge à pouvoir me poser la question des objets, des choses justement qui m'entourent, mon père, qui est un passionné d'électronique et qui est un très très gros bricoleur, m'a mis entre les mains des tournevis, des marteaux, tous les outils nécessaires en fait pour commencer à se poser la question sur comment garder le matériel le plus longtemps possible, comment réparer le matériel. Et c'est assez rapidement en fait que mes compétences, j'ai envie de dire, se sont orientées vers l'électronique. C'est-à-dire que à l'âge de 8 ans, je dépannais mon premier ordinateur. À l'âge de 10 ans, je montais du coup à zéro mon premier ordinateur. Et par la suite, en fait, j'ai continué à me spécialiser dans les ordinateurs portables, dans les smartphones, dans les tablettes, et voire même dans des objets du quotidien, des micro-ondes, des fours, des choses beaucoup plus, beaucoup plus consommables, j'ai envie de dire, qui le sont maintenant, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Là où on avait des produits qui, à une époque, duraient beaucoup plus longtemps. On était sur des 10, 15, 20, 30, 40 ans. Le matériel, aujourd'hui, dure malheureusement plus aussi longtemps. Et aujourd'hui, donc, je me suis spécialisé depuis 2017-2018, où j'ai créé mon auto-entreprise en fait en 2006. À l'origine, c'était pour financer mes études. Je me lançais en fait dans un master 2 en ingénierie informatique. C'était des études qui sont longues sur 5 ans et qui coûtent du coup beaucoup d'argent. Donc l'objectif à la base, c'était de mêler aussi bien la volonté de remise en état du matériel, de formation auprès des personnes et d'accompagnement, mais aussi du coup de pouvoir faire justement ce financement. Donc j'avais une activité qui proposait du matériel reconditionné, qui proposait des formations sur les outils. Alors à l'époque, c'était beaucoup plus axé Microsoft, plus que l'activité que j'ai aujourd'hui, qui est effectivement, je dirais, 50% produits Microsoft, 50% produits libres, comme du Linux, des suites comme LibreOffice. Et à cette époque-là, justement, je vendais beaucoup de matériel reconditionné. Et en 2016-2017, j'ai commencé à prendre de l'âge, et les gens qui étaient autour de moi, mes amis, ont commencé à devenir profs, ont commencé à devenir bénévoles dans des associations, ont commencé à avancer sur ces niveaux-là, et ont commencé à me remonter tous les problèmes qu'ils rencontraient justement en termes d'électronique et d'informatique, sur on peut pas financer, on peut pas réparer, on peut pas faire durer, on n'a pas les moyens de se fournir pour notre association, pour notre école, et du coup, est-ce que tu as la possibilité de nous aider? Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Est-ce que tu peux nous fournir du matériel? Et c'est là où j'ai transformé en fait mon auto-entreprise, vu qu'entre-temps, en plus, j'ai la chance d'avoir un CDI en fait à côté qui m'amène un revenu stable. Je me suis dit, avec mes compétences, comment je peux aider au mieux le monde qui m'entoure pour d'un côté réduire les déchets électroniques sur notre planète, et de l'autre côté réduire les inégalités sociales qui existent et qui sont malheureusement encore fortement ancrées dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en justement permettant à tout le monde de bénéficier de l'électronique, de bénéficier d'informatique, de bénéficier d'outils qui sont nécessaires aujourd'hui, vu que on avance de plus en plus vers le tout dématérialisé. Donc forcément, quand on est une association aujourd'hui, se passer d'un ordinateur, c'est compliqué. Quand on est une école, se passer d'un ordinateur, c'est compliqué. Et une fois de plus, pour les générations futures, c'est compliqué. Mais à côté de ça, le monde qui nous entoure donne peu de moyens, donne peu de formation justement à ces structures, pour bien s'équiper. Donc depuis 2017, je me suis rapproché de mes anciens fournisseurs, de mes anciens partenaires de l'époque où je faisais vraiment principalement de la revente, et je me suis dit, est-ce que vous avez la possibilité, ce que vous considérez comme du déchet, ce que vous considérez comme des choses qui ne sont pas forcément valorisables, je parle notamment de mes principaux fournisseurs aujourd'hui, qui sont avant tout des reconditionneurs, mais aussi des fois des entreprises qui se disent, j'ai un parc informatique qui est assez ancien, je ne sais pas forcément quoi en faire, est-ce qu'éventuellement vous avez la possibilité de le remettre en état? Donc je prends tout ce matériel
que je remets en état et qu'ensuite, justement, j'aide des associations comme Emmaüs, comme les Restos du Cœur, mais aussi comme des beaucoup plus petites associations, beaucoup plus locales, ou des associations qui interviennent aussi hors de France. Là, par exemple, je suis en train de finaliser un lot d'une trentaine de matériels, une trentaine d'ordinateurs du coup qui partent à une école au Cameroun, une école qui n'existe pas en fait à l'heure actuelle là-bas et qui va nécessiter justement, ce matériel va servir justement à accompagner, créer l'école et du coup pouvoir former les personnes sur place à l'utilisation de ce matériel. Et j'ai lancé du coup en 2021 donc ma chaîne Twitch. Donc, qui est une chaîne live. Il y a la plateforme YouTube à côté qui permet de reposter les lives. Il y a aussi les plateformes comme Instagram, comme plein de choses, où en fait l'objectif en fait d'avoir créé cette plateforme, c'est de montrer au monde à quel point c'est pas forcément quelque chose de compliqué, dédiaboliser le reconditionné, parce que malheureusement on a ce besoin de consommation qui est encore très fortement ancré, mais qui n'est pas un besoin de consommation forcément réfléchi et responsable, qui est un besoin de consommation malheureusement de produits neufs. Parce que pour revenir effectivement sur la consommation ostentatoire, on a partout des grands panneaux réduction, on a partout des grands panneaux promotion, on a partout des grands panneaux plus puissants que le matériel de la génération précédente et tout. Et au final, moi, en travaillant, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis toute la journée, je me rends bien compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez un produit qui a 3 ans, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'évolution en fait, à remplacer un produit si vous avez effectivement un matériel qui a 2, 3, 4 ans. Et malheureusement, on reste beaucoup sur des entreprises qui ont des cycles comptables de 2 à 4 ans maximum, donc qui se séparent de leur matériel informatique, qui fonctionne malheureusement encore. Et juste parce que c'est rentabilisé, c'est sorti du parc, donc faut que ça dégage au profit de matériel, du coup au profit de matériel neuf. Et mon objectif, j'ai envie de dire, à travers la chaîne, à travers mon intervention aussi aujourd'hui, c'est d'amener à réfléchir sur le reconditionné, sur le réemploi, la remise en état, la réutilisation. Parce que si pour X ou Y raison, ça ne vous sert plus, en fait, ça peut servir à votre prochain, ça peut servir à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et c'est pas parce qu'éventuellement c'est un peu désuet, qu'il est éventuellement un peu endommagé, un peu vieillot, que sa seule place, c'est la poubelle. Voilà. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc je propose qu'on prenne une première série de questions, interventions. Qu'est-ce que... Oui. Je ne vous vois pas en l'ombre, mais alors, est-ce qu'il y a des micros qui circulent ? On va te passer un micro. Non, c'est bon. Bonjour. Bonjour, Roberto, administrateur Emmaüs Solidarité et Emmaüs France. Une question à Delphine. Vous avez parlé des salariés en insertion, des salariés. Vous n'avez pas parlé des bénévoles. Quel rôle voyez-vous dans les bénévoles dans ce type d'activité ? Et pensez-vous pas que quand on rentre en bénévolat, c'est pour avoir peut-être envie de changer un peu le monde. Et puis une question à Maud. Quel est le site ? Parce que vous avez parlé de la vente sur Internet, mais vous n'avez pas donné l'adresse. Merci Roberto, qui on se retrouve effectivement au conseil d'administration. Quelqu'un peut-être va prendre une ou deux autres questions ? Oui. S'il y a des femmes qui veulent intervenir, c'est bien d'essayer d'être paritaire au maximum. Vas-y. Bonjour, Chang de la Maison Sésame. Delphine, je pense, sociologue, c'est ça ?
Oui. Vous parlez de la consommation ostentatoire et vous mettez la robe de mariée sur le ring. Moi, je mettrais bien, je sais pas, une des 3 bouteilles ou les 3 ou les gobelets en carton sur le ring avec la robe de mariée. Vous demandez ce que vous en pensez. Tout à fait. J'ai vu les bouteilles en plastique. Je me dis, on a encore un peu de boulot. Mais Maïs. Est-ce que une dernière intervention pour la première série, on fera une deuxième série pour laisser ensuite. Bonjour. Du coup, moi, je rebondis un peu sur changer le monde, changer l'imaginaire. Tu peux te présenter, oui, comme ça permet à tout le monde. Je suis Marie, je suis travailleuse sociale assez claire. Et du coup, moi, dans ma vie plutôt personnelle, autour de moi, j'ai des personnes qui ont beaucoup de mal à passer aux secondes mains, au réemploi d'objets, parce que justement, ont du mal à changer leur conception de la consommation. Donc, comment accompagner les personnes réfractaires à considérer justement les objets autrement et dans une durée de vie et dans une vision un peu plus circulaire des choses. Voilà. Merci. Alors, qui veut démarrer? Delphine? Merci beaucoup pour vos questions. Je vais essayer de commencer par la première. Oui, bien sûr, les bénévoles qui s'engagent ont aussi probablement envie de changer le monde. Parfois, ils cherchent aussi une activité. Enfin, il y a plein de manières de s'engager. Et puis, les associations, elles ne fonctionnent pas sans les bénévoles. Même quand elles ont beaucoup de salariés, il y a des bénévoles qui assurent des tâches qui pourraient, voire devraient être des tâches salariées. Mais là, on touche à des questions, je pense que auxquelles vous êtes toutes et tous confrontés, qui est liée à la baisse des financements associatifs et qui menace aussi en partie la vie des associations. Alors, les bénévoles dans les associations que j'ai rencontrées, ils ont des profils qui ressemblent plutôt aux travailleurs et aux travailleuses permanents, en fait, qu'aux travailleurs en insertion. Donc, c'est plutôt des profils de gens qui ont une vie professionnelle, qui appartiennent, aux fractions stabilisées des classes populaires, petites classes moyennes, etc., et qui ont les moyens finalement de faire du bénévolat. Voilà. Donc, c'est une place, mais c'est une place centrale. Si on veut travailler sur le lien, il y a une grosse discussion en sociologie. Il y a un gros rouleau compresseur autour de l'idée que le bénévolat, c'est du travail gratuit et que c'est la nouvelle exploitation. Mais moi, je pense que ça fait fi de cette question du lien et de la question du don et de la manière dont on fabrique des relations les uns avec les autres. Et que, voilà. Donc, je pense que c'est une place très importante, en fait, la place des bénévoles, mais qu'elle est très compliquée dans les associations où il y a beaucoup de salariés, en fait. Parce que le collectif des salariés, il laisse pas toujours une place aux bénévoles et vice-versa. Enfin, c'est des relations qui sont quand même assez compliquées, mais qui sont, à mon avis, assez centrales. J'ai mis la robe de mariée dans la balance ou dans la corbeille parce que pour moi c'est vraiment l'exemple, enfin le mariage c'est vraiment l'exemple, et puis parce qu'en fait je vais à un mariage bientôt, donc voilà, j'ai pensé à ça, mais c'est vraiment l'exemple de la consommation ostentatoire. Le mariage, c'est un potlatch, c'est une manière de dépenser sans compter, dans la joie aussi, absolument, t'as raison, c'est vrai. Mais c'est une joie qui passe par une forme de dépense excessive, souvent, traditionnellement, disons. Le gobelet en carton, c'est pas une consommation ostentatoire. Alors, par contre, il y a derrière le gobelet en carton, mais derrière la robe de mariée aussi, il y a une industrie. Là, Jeanne Guin, elle a travaillé sur l'itinéraire du gobelet en carton. Elle montre bien comment il y a une industrie, et une industrie aussi de la publicité. Là, je reviens à ce que disait Maud, c'est-à-dire une industrie de la publicité qui vient vanter les mérites du jetable, et en particulier du gobelet en carton, et qui fabrique la nécessité d'utiliser des gobelets jetables, et enfin tout un ensemble de choses jetables. Donc, et qui effectivement présente ça comme une forme... comme une forme de consommation ostentatoire. Dans le film de Steven Spielberg qui retrace sa vie, je me souviens plus du nom de ce film qui est sorti il y a quelques années, où il raconte son enfance. On voit sa mère
Et c'est une artiste contrariée, en fait. Cette femme, elle aurait voulu être artiste, et puis elle est mère de famille, et en fait, ça lui convient pas, cette position de mère de famille. Elle se meurt un peu dans son rôle de femme au foyer. Et elle met la table, et en fait, c'est une nappe en papier, des assiettes en carton, des gobelets en carton. C'est le déjeuner du dimanche, mais en fait, ça lui permet, après, hop, elle jette tout à la poubelle, et ça lui enlève tout le travail domestique lié. Donc ça a aussi été une promesse faite aux femmes, hein, de les libérer d'une certaine façon du travail domestique. Et ça pouvait s'entendre aussi. Et bon, après, voilà. Donc le gobelet en carton, oui, c'est une forme de consommation ostentatoire qui a pu répondre à un moment à certains besoins de certaines femmes, notamment dans le travail domestique, mais qui a été aussi largement poussée par une industrie très, très forte et qui va être difficile de contrecarrer. Notamment le Covid-19 passant par là nous a fait faire machine arrière de manière phénoménale sur le réemploi, les choses, voilà. Sur comment accompagner les personnes, je vais peut-être laisser la parole à Maud et à Guillaume sur... Je veux bien rebondir sur les gobelets et la robe quand même, parce que ça m'intrigue ou ça m'interpelle cette question-là. Je pense que ni la robe ni les gobelets n'ont leur place sur le ring, en fait. La robe, déjà, parce que si elle est chère, c'est que souvent elle est sur mesure. Si elle est sur mesure, c'est artisanal et local. Donc en fait, elle intervient là aujourd'hui, ce matin, mais elle est pas dans l'équation de nos problèmes. Et sur les... Enfin, faut pas qu'on se trompe de combat, quoi. Et sur les gobelets, moi, ça m'agace un peu qu'on en parle, là, qu'on dépense des minutes de notre table ronde là-dessus. Pourquoi ? Parce que... en fait, ça me rappelle une discussion que j'avais entendue en assemblée de région. Donc moi, je viens de Lyon, région 10. Et on avait dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'écologie ? C'était le thème de l'assemblée de région. Et puis là, on était en train de se dire, ouais, il faudrait quand même sensibiliser les compagnons à prendre des douches plus courtes. Ouais, mais on leur dit quand même, mais ils le font pas. Puis ils éteignent pas la lumière quand ils partent de leur chambre et tout ça. Puis on a passé longtemps à parler de ça, quoi. Waouh. Et puis, en fait, on n'ouvre pas les yeux sur les bons trucs, là. On est aux Unifpop, on fait un travail subversif incroyable pour tenter d'imaginer de nouveaux modèles. On circularise ce qui est linéaire, on met du lien là où il n'y en a plus, on humanise là où c'est robotisé. Et on va se passer une minute à parler de ce gobelet, on peut en passer une deuxième à parler du groupe électrogène qui est juste à 200 mètres, là, qui nous éclaire et qui nous fait nous entendre. Je pense que ce groupe électrogène et ce gobelet, c'est le petit demi-pourcent d'imperfection et même de répit qu'on se donne dans l'organisation d'un événement qui a pour porter quelque chose de bien supérieur. Et même si ce symbole, il est là devant nous, il est présent, et je pense qu'il a même une vertu de nous rappeler qu'on est imparfait, qu'on a toujours une marge de progression. Mais non, en tout cas, non. Moi, je ne l'accroche pas comme un sujet à traiter. Voilà. Merci Guillaume. Maud. Alors, le site, c'est label-emmaüs.co. Normalement, j'espère que si tu tapes label Emmaüs dans un moteur de recherche, tu tomberas dessus. Et j'en profite juste pour rebondir sur la question de l'économie circulaire, enfin des changements d'habitude de consommation. Vraiment, je pense qu'un des combats principaux qu'on devrait se donner, c'est pour les années à venir, c'est d'attaquer la publicité. On en a parlé, criminelle, quoi, en fait. Aujourd'hui, on est face à du grand crime organisé qui atteint un sommet. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer que ce serait possible, surtout dans le sens de l'histoire quand même qu'on est censé suivre, que des géants, voilà, comme Temu, comme Shein, puissent exister, en fait, mais ils existent d'une façon vertigineuse, quoi. C'est le chiffre que je donnais tout à l'heure à la radio. Temu, c'est 2 milliards de dollars qui ont été dépensés en une année
juste sur les réseaux sociaux de Meta. Donc c'est une toute petite partie en plus, parce que ça concerne même pas ce qu'ils vont dépenser en Google Shopping, en affichage, en campagne de com classique, etc. C'est juste en stratégie influenceur sur les réseaux sociaux de Meta. C'est absolument dingue et donc nous on pourra jamais lutter contre ça. Ça serait bien quand même qu'on s'y mette un peu plus, qu'on ait quand même une stratégie influenceur un peu plus développée. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est bien sûr du plaidoyer, c'est du lobbying qu'on a un peu fait avec la loi anti-fast fashion, quand même, puisque cette interdiction de publicité, elle existe. On s'est battu pour qu'elle ne disparaisse pas. Elle a failli disparaître. Alors, elle s'applique que à l'ultra fast fashion, certes. Voilà, c'est une première victoire. Ça, il va falloir continuer à se battre. Mais c'est un cas d'école très intéressant. C'est quand même la première loi dans le monde qui s'attaque à ça. Donc, voilà, on devrait, je pense, se mobiliser sur ce combat de la publicité. Je pense qu'Emmaüs pourrait avoir une voix très forte là-dessus, vraiment, pour défendre un modèle de société plus sobre, évidemment, aussi parce qu'on est en bout de chaîne à tout niveau, quoi, évidemment. Là, on est aussi en train de crouler sous des déchets sans être indemnisé suffisamment pour tout ce travail qu'on fait de collecte, de tri, etc., de diminution des déchets. Mais voilà, le début du problème, il est là. Et il y a eu des interdictions à des moments pour le tabac, pour l'alcool. Il faut absolument qu'on lutte de la même façon, quoi, pour les produits de low cost et pas que ça, quoi. Vraiment toute forme de publicité qui pousse à la surconsommation. Guillaume, tu veux dire un mot? Puis Thomas, super d'accord avec ça. En parallèle d'empêcher ou d'amener la loi à empêcher ceux qui prennent pas soin des objets de la planète de donner envie, il faut que nous on donne envie avec ce qu'on a à proposer. Et là-dessus, j'élargirais volontiers la définition de prendre soin de l'objet, prendre soin des choses. C'est peut-être qu'on peut élargir en se disant c'est prendre soin de chaque étape qui mène au bouclage circulaire à la Emmaüs, en fait. Et donc ça veut dire prendre soin de l'acte de don. Qu'est-ce qui se passe au moment où cet objet il devrait être mis en déchet, il devrait le dernier cordon de liens affectifs, s'il y en a de liens historiques, sont coupés. Qu'est-ce qui se passe? Comment on réceptionne cet objet? On est fort sur l'accueil, comment on accueille dans un groupe, mais comment on accueille un objet? Et puis c'est prendre soin, là c'est des disciplines, très courues, très enseignées en école de commerce, en école de marketing, prendre soin de l'acte d'achat. Et là on a plein d'armes en fait. Comment on intensifie l'acte d'achat ou l'acte de vente en lien social, et on l'a vu, tu l'as prouvé, même à distance c'est possible. Comment on intensifie l'acte d'achat ou l'acte de vente en information sur le caractère subversif de cet acte. Comment on permet aux personnes, qu'elles soient dans la précarité, venant chercher une bonne affaire, ou bobo, chineur, qui vient chercher un peu d'ostentatoire aussi, comme ma veste, là, par exemple, ma petite veste vintage. Là. En fait, comment on intensifie cet acte de vente en prise de conscience de son caractère subversif, et donc en fierté, et donc on politise. Et puis ça va jusqu'à des détails, un emballage physique, mais aussi numérique. Ce que tu as dit, les hashtags, le fait que tu as un parcours dans une boutique physique ou numérique qui t'amène à cet objet, tout ça, c'est des disciplines très, très bien utilisées par nos concurrents du linéaire, mais quand on réfléchit bien, ils ont très peu de matière vivante à y mettre là-dedans. Et nous, on en a énormément. Ouais, merci Guillaume. Moi, je sais quand j'achète des bouquins sur Label, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir la boutique. Donc, je regarde, groupe Emmaüs, hop, vous entendez, le bouquin, il est en vente dans plusieurs endroits. On peut choisir le prix, parce que vous avez un bouquin folio, vous avez un bouquin première édition, pour quelques euros d'écart, c'est un bouquin d'une extrême qualité. Donc, en fait, le produit, alors quand on va aller dans une librairie lambda,
on va avoir un seul bouquin, une pile d'un même bouquin. Là, en fait, on a, pour le même écrit, on a 10, 15 formes du même écrit, et c'est pareil pour tout, pour les fringues, etc. Donc effectivement, on a cette ouverture. Qui est-ce peut-être on va faire un deuxième tour et puis après un deuxième tour. Mireille. Oui, bonjour. Donc Mireille, nouvellement élue vice-présidente de la branche 3 économique, sociale et solidaire. Je voudrais revenir sur le des bénévoles qui ont les moyens pour venir à Emmaüs. Non, c'est pas ça du tout. Je veux dire, le bénévolat déjà au niveau d'Emmaüs international n'existe pas, puisque eux, ils n'ont pas du tout les moyens et ils ne peuvent pas. Voilà, parce que Emmaüs, c'est un mouvement international. Concernant le bénévolat, c'est venir aider, viens m'aider à aider. C'est malheureux, je prends une phrase qui a été dite par l'abbé Pierre, mais peu importe, c'est quand même le modèle qu'on vit dans nos structures. Je dirais qu'au niveau des recycleries, l'ADN d'Emmaüs, c'est la solidarité, c'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble avec des personnes complètement éloignées de l'emploi, qu'on arrive à reconstruire. On arrive aussi à travailler avec du e-commerce, avec des personnes qui sont en insertion ou qui sont bénévoles, en service civique et tout. C'est faire ensemble. Donc je pense que peut-être on a une parole politique à avoir là-dessus, avec l'écologie pour trouver des jeunes, parce que c'est peut-être ça qui nous manque, avoir des jeunes militants dans nos groupes, je dirais, pour porter la parole. Mais je dirais que ce n'est pas une question, ce ne sont pas des personnes qui ont les moyens qui viennent. Moi, dans ma structure, j'ai des personnes qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, mais comme ils ont été une fois, ils viennent parce qu'ils disent qu'ils veulent aider des personnes encore plus pauvres qu'eux. Donc, c'est vraiment des actions humaines. Et c'est ce qui porte nos valeurs, de faire ensemble pour arriver à construire puis à porter des choses. Oui, merci Mireille. C'est vrai que tu évoques notamment les comités d'amis, qui sont une structure particulière qu'on a chez Emmaüs et qui sont effectivement assez différentes des ressourceries, puisque effectivement elles sont fondées sur le bénévolat et de la solidarité depuis 70 ans. D'autres questions? On va peut-être prendre deux, trois autres questions. Ouais. Devant, au premier rang, là. Papa, tu te présentes si tu veux. Marie de SOS Famille à Bourgoin-Jallieu. Thomas, j'étais très contente d'entendre que tu as dit que tu travaillais moitié du temps avec des logiciels libres. Nous, dans notre groupe, on utilise des ordinateurs, évidemment, qui ont été reconditionnés, et on travaille sous Linux. Et mon président de groupe, qui est assez intéressé par la chose informatique, essaye depuis plus de 10 ans à dire à Emmaüs France, mais quand est-ce qu'on se met sous Linux? Et personne ne veut l'écouter. Voilà. Donc je lance un appel aujourd'hui. Merci Marie. Une dernière question peut-être, puis après on va passer la parole. Oui, une ou deux questions, parce qu'après on n'aura pas le temps après de... Oui, vas-y. Bonjour, je m'appelle Mamadou. S'il vous plaît, je m'adresse à vous. Selon votre parcours aux outils électriques, au téléphone, tablette, ordinateur, quel conseil avez-vous à nous donner pour les personnes qui n'ont pas encore commencé leur vie professionnelle au niveau du travail, s'il vous plaît? Quel conseil avez-vous à nous donner pour nous, les personnes qui n'ont pas encore commencé notre vie professionnelle au niveau du travail? Je vous remercie. Merci à toi. Une dernière question? Non? Allez, si, oui. Vas-y. Allô? Ouais. Bonjour à tous. Je me présente Emmaüs Grenoble. Je m'adresse à le monsieur, je ne connais pas son nom. C'est Thomas. Thomas. Franchement, Thomas, il a dit des choses qui sont très intéressantes. Mais pour aider les compagnons, moi, j'aimerais que Thomas, tout ce qu'il est en train de faire en Afrique, s'il peut faire un magasin comme ça, et puis il invite
il invite les compagnons pour venir voir, pour venir s'entraîner là-bas ou bien pour venir voir l'information là-bas. Moi, je pense que franchement, ça serait intéressant pour les compagnons. Merci. Si. Allez, Thomas. Alors, je reprends la parole du coup. Donc, on va faire dans l'ordre. Alors, pour ce qui est effectivement de Linux, il faut savoir une chose, c'est que c'est un des plus gros combats que je mène en fait aujourd'hui. Moi, pour être honnête, je ne suis pas encore passé 100% à Linux. Je continue d'utiliser Windows, notamment parce que j'ai un emploi aujourd'hui qui m'y force aussi, j'ai envie de dire. L'intégralité de tous nos outils sont tous sous Windows et je suis obligé de continuer à l'utiliser. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que ce qui manque en fait aujourd'hui pour passer à Linux, c'est surtout de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand je suis en live, que j'explique par exemple que je vais faire un très gros don de matériel sous Windows, il y a plein de gens qui me disent oui, mais du coup Linux. Et ce sur quoi je suis totalement d'accord. Mais le problème que moi j'ai rencontré derrière, c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de structures et très peu d'accompagnement, de formation en fait en interne. Alors, je ne dis pas que personne ne le fait, je dis juste que par rapport à la demande de personnes qui souhaiteraient justement s'émanciper, j'ai envie de dire, de tous les programmes Windows, même si on voit qu'il y a de plus en plus de mairies et de collectivités qui quittent qui quittent tout système Microsoft pour passer sur du libre. Le gros problème en fait que je rencontre en fait aujourd'hui, c'est surtout la volonté de prendre son temps et son énergie pour aller former des personnes qui justement souhaiteraient dire c'est bon, Windows il y en a marre, ça serait bien qu'on puisse regarder d'autres structures. Il faut savoir une chose, c'est que je suis rentré justement je suis rentré dans Emmaüs avec une très grosse commande de matériel sous Linux. Alors, c'était une volonté, dans un premier temps, d'essayer de voir s'il y avait la possibilité de faire profiter les bénévoles et les bénéficiaires de matériel sous Linux. Mais je sais que pour avoir beaucoup échangé avec du coup Thomas Boucaud de la collecte.tech, je sais qu'il y aurait une volonté sous un environ plus ou moins rapidement, justement, de quitter l'écosystème Microsoft pour passer sur du Linux. Et là où il faut surtout pas hésiter, et là je parle vraiment pour le coup à tout le monde, si vous avez des compétences en fait dans un domaine, que vous avez un peu de temps à offrir, je vous dis pas bien sûr d'y passer 8-10 heures par semaine, mais même ne serait-ce que si vous avez une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, quelqu'un qui change son ordinateur, quelqu'un de votre famille, un proche, un ami, que vous vous rendez compte déjà qu'il part sur du reconditionné ou qui fait réparer une machine ou quoi que ce soit, si vous sentez qu'il y a la volonté éventuellement de s'émanciper de Windows, surtout, et là je persiste et je signe sur tout le matériel qui est antérieur à 2018, où Microsoft a décidé de dire que tout était obsolète et que ça ne serait pas compatible avec Windows 11 et d'arrêter en même temps le support de Windows 10, tout ce matériel-là a une vie par rapport surtout au matériel que je rencontre, aurait une vie qui, de mon point de vue, peut durer encore 5 ou 10 ans. Du matériel de 2017, 2018, voire même un peu antérieur, est encore largement suffisant aujourd'hui pour faire du traitement de texte, pour faire de la bureautique, pour encore aller sur Internet. Mais justement, d'un côté et de l'autre côté, Microsoft dit non, il n'y a plus les prérequis nécessaires, donc tout ce matériel, ça part à la benne. Et je sais ce que ça va représenter tout ça. Ça va représenter une montagne de déchets. Et force à nous, justement, de dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, pour les moins réfractaires, les passer effectivement sur Linux. Et pour les plus réfractaires qui sont pour l'instant encore, qu'on n'a pas la possibilité d'accompagner, qu'on n'a pas encore la possibilité qui n'ont eux pas la volonté non plus de changer parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils ont des outils qui sont incompatibles malheureusement dans le domaine du libre aussi. Force à nous aussi de bricoler Windows pour qu'il soit compatible sur ces machines parce qu'en fait, ça l'est compatible. C'est juste que Microsoft ne veut pas faire les mises à niveau, mais on peut rendre compatible un ordinateur sous Windows. Mais cela dit, force à nous effectivement de former, d'accompagner, d'aider les gens qui souhaitent aller vers le libre. Peut-être les compagnons, juste les messages que tu avais, les questions qu'il y avait sur la formation, sur le métier. Justement, j'allais y venir du coup pour répondre à Mohamed.
Mamadou, pardon, désolé. Donc pour répondre à cette question, en fait, le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui, c'est bête à dire, mais on est entouré de déchets. On est entouré de smartphones qui traînent dans les tiroirs, d'ordinateurs portables qui traînent dans un placard, d'un micro-ondes qui est laissé à l'abandon parce que il avait une petite panne ou quoi que ce soit. Il y a un peu plus de 20 ans, quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, c'était mon père qui me ramenait du matériel obsolète, hors service de son emploi, et dans lequel moi je mettais les mains, je mettais les tournevis, je mettais les marteaux, je mettais tout le nécessaire. L'objectif, c'est entre guillemets de s'auto-former. Alors, si on a un accès à Internet, il y a la possibilité justement aussi de regarder beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui en français, en anglais, voire même d'autres langues, avec les transcriptions, avec les sous-titres possibles. Mais le meilleur moyen, en fait, si on n'a pas la possibilité d'avoir une structure qui permette de nous accueillir, le meilleur moyen, en fait, c'est de s'auto-former en faisant le tour des gens qui sont autour de nous, voire même peut-être plus. Des fois, par exemple, il y a des sites, il y a Le Bon Coin, il y a des sites comme Give ou Donnons.org qui permettent à des personnes qui ont du matériel dont ils ne savent pas quoi faire de récupérer en don et pour justement éventuellement pouvoir tenter soi-même de le dépanner, de le bricoler, même s'il n'y a pas la nécessité de le refaire marcher derrière parce que trop endommagé, mais au moins en pratiquant, ça aidera du coup énormément. Ouais. Sur la formation, juste pour compléter, pour les compagnes et compagnons que ces métiers intéressent, le numérique, le développement informatique, voilà. Nous, on a 2 écoles qui accueillent toute personne. Alors forcément, géographiquement, ça limite parfois un peu, mais donc il y en a une qui est dans le 93, en région parisienne, il y en a une qui est à Marseille, et il y en a une qui va ouvrir en septembre à Roubaix. Il y a des compagnons qui sont venus se former de loin, même en région parisienne, puisqu'on a 2 appartements en fait qu'on loue toute l'année pour pouvoir justement accueillir des compagnes et des compagnons sur de longue durée. Hein. C'est quand même 6 mois la formation. Donc il y a déjà la communauté de Grenoble l'a fait plusieurs fois, Lyon, etc. Et on a eu beaucoup de femmes. La moitié des 30 compagnes et compagnons, c'était des femmes. La dernière, en l'occurrence, Samia, elle était compagne à Lyon et elle m'a dit il y a quelques jours à notre assemblée générale qu'elle avait eu ses papiers. Et voilà, ça compte aussi dans des parcours de régularisation. C'est des formations qui sont valorisantes pour ces démarches-là. Et on est tout à fait en capacité, nous, d'accueillir des personnes qui sont en cours de régularisation. C'est pas indispensable d'être régularisé pour venir suivre nos formations. Bien au contraire, il n'y a pas de problème. On accueille de façon inconditionnelle aussi dans nos parcours de formation. Donc un bon moyen de s'y mettre, c'est aussi de gérer une petite boutique en ligne. Voilà, c'est essayer de convaincre votre structure de se lancer là-dedans si ça vous intéresse, parce que c'est pour ça qu'on le fait en fait. C'est pas pour vendre des objets, c'est pour que des compagnes et des compagnons se forment à ces métiers-là et qu'ils puissent même aller jusqu'à une certification. C'est un diplôme, c'est un diplôme reconnu par l'État, qui est quand même une équivalence Bac+3. Donc, c'est ceux qui sont passés par le parcours, ils ont tous eu le diplôme. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à rejoindre ces écoles. Merci Maud. Il y a Iman d'ailleurs qui est passée par l'école, qui est quelque part par là, qui est administratrice. Je ne sais pas si elle est là encore, mais elle était là hier. Delphine, tu as un dernier mot pour clôturer cette table ronde ? Ouais, je voulais dire un dernier mot pour ouvrir peut-être un peu, parce qu'on a parlé du soin des choses, mais on a essentiellement parlé de la vente et de l'achat, et donc d'une appropriation par l'achat. Et donc je reviens à cette affaire de robe de mariée. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'acheter. C'est aussi ça que je disais quand je disais c'est un idéal. L'idéal, c'est à la fois de tisser des liens avec des choses au quotidien, mais c'est aussi de penser que des choses qu'on n'utilise pas plus qu'une fois dans sa vie ou qu'une heure par an, comme une perceuse par exemple, on n'est pas du tout obligé d'en être propriétaire individuellement. On peut aussi imaginer des formes d'appropriation collective, de partage, de location, etc. Voilà. Et c'est quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler. C'est pas grave. On peut pas parler de tout. Mais voilà, ça fait une ouverture, disons, pour finir. Merci Delphine pour cette ouverture. Merci à tous les 4. Merci à vous toutes et tous.